soutenir l'économie ou alors préserver le paysage? Cette question se pose de plus en plus fréquemment en milieu alpin, à l'image du double projet mis à l'enquête il y a moins de 10 jours au glacier des Diablerets. On en parlait vendredi matin sur cette antenne avec Michael Pecker. La société qui exploite les remontées mécaniques souhaite y aménager une piste dite de liaison, piste stratégique selon cette société. Et ProNatura, qui reconnaît l'intérêt économique du projet, s'y oppose, estimant qu'il faut savoir poser des limites, cas tout à fait emblématiques, on l'imagine, du conflit qui sépare défenseurs de l'environnement et ceux nombreux qui veulent vivre de et en montagne. Avec en filigrane une autre question qui dépasse le pur aspect juridique et politique. À qui appartient la montagne? Notre invité ce matin est un géographe, Bernard de Barbieux. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes dans notre studio de Genève, on vous en remercie. Vous êtes professeur de géographie culturelle et d'aménagement du territoire à l'Université de Genève. Bah oui, cette question, on a envie de vous la poser tout de suite. À qui appartient la montagne, Bernard de Barbieux? Au privé, aux communes, aux cantons, à la Confédération ou aussi un peu aux organisations de défense de l'environnement? Alors ça dépend un petit peu ce qu'on appelle appartenir. La montagne appartient, on aime bien considérer qu'elle appartient un peu à tout le monde, ça fait partie un peu de notre imaginaire collectif, mais en même temps elle appartient aussi aux propriétaires fonciers. Pardon. Elle appartient aux propriétaires fonciers qui, comme ailleurs finalement, sont des privés, sont des communes, sont des collectifs. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la chose, mais à des titres divers. Donc on l'a compris, c'est un peu un doux mélange, il n'y a pas de règle générale sur à qui appartient la montagne. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de règle en tout cas spécifique par rapport à celles qui peuvent prévaloir ailleurs que dans les régions de montagne. Et puis à ce cadre strictement juridique de base viennent s'ajouter d'autres strates comme la fameuse convention alpine. Il y a aussi des politiques publiques qui vont de la protection contre les inondations au programme de reboisement. Il y a beaucoup de strates, est-ce que ça ne fait pas un peu trop de strates ? Disons qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu parce que bien sûr les montagnes intéressent beaucoup de monde et puis les montagnes aussi participent de la régulation de quantité d'écosystèmes ou de quantité d'espace ou de territoire. La montagne est importante parce qu'on a besoin d'y circuler, la montagne est importante parce qu'elle sert de réservoir d'eau pour les régions environnantes. Donc finalement les populations locales sont évidemment en première ligne pour s'occuper de leur montagne, mais ce qui s'y passe a des conséquences sur des périmètres qui sont beaucoup plus importants, d'où l'intérêt que peuvent y porter des personnes qui n'y vivent pas. Alors on parlait en introduction de ce sujet des Diablerets, c'était un sujet sur notre antenne à 7h20 vendredi matin. C'est un cas emblématique de toutes ces tensions, une société de remontée mécanique qui évidemment vise aussi le profit et la rentabilité, donc qui veut créer une piste de liaison dans un endroit qu'on définit comme une zone rocailleuse végétalisée, biotope à préserver à tout prix selon ProNatura. Qui a tort, qui a raison, un peu des deux, comme toujours, Bernard de Barbieux, comment voyez-vous ce cas-là ? Alors ça fait une quarantaine d'années maintenant que parmi les nombreuses priorités qu'on affiche pour la gestion des régions de montagne, il y a notamment celle-ci, le développement touristique intensif des stations de ski et puis la protection de la nature, la protection de l'environnement. Ça fait 40 ans que les uns et les autres s'écharpent, cherchant à faire prévaloir leur point de vue évidemment au détriment de l'autre. Ceci dit, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon qui a prévalu en Suisse quand même pendant pas mal de temps qui était d'essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de faire des aménagements qui soient suffisamment respectueux de la nature et avoir une conception de la protection de la nature qui prenne en compte les intérêts économiques. Et de ce point de vue-là, la Suisse a eu de la chance parce que dans les pays voisins, en France ou en Italie, on était beaucoup plus sur l'affrontement. Et dans des pays comme cela, on s'est beaucoup attaché à distinguer des zones d'aménagement touristique et en compensation des zones de protection de la nature. Et finalement, donc, on a zoné un peu la montagne comme on zone nos villes ou nos banlieues pour y allouer différentes portions d'espace pour des fonctions un peu différentes. Là, avec l'affaire de Glacier 3000, on a l'impression de voir ressurgir un peu dans le contexte suisse qui n'y est pas tellement habitué, un affrontement, je dirais, un peu à la française ou un peu à l'italienne, où chacun campe un petit peu sur ses morceaux d'espace pour essayer de faire prévaloir sa logique propre. Bon, il y a eu pas mal d'affrontements en Suisse aussi. On se souvient de Franz Weber quasiment faisant le coup de poing pour des héliports en dessus de Verbier. Il y a eu quelques passages à tabac d'écologistes en Valais. Enfin, il y a quand même eu des choses assez chaudes, si je puis dire, en Suisse entre écologistes et secteur touristique. C'est vrai, par période, mais la tendance était quand même à une plus grande concertation, une plus grande recherche de compromis ou de consensus que dans d'autres pays alpins. C'est vrai que la situation présente correspond un peu aussi à une période
période où on voit revenir sur le devant de la scène les opérateurs touristiques qui sont très ambitieux en matière d'aménagement. Ils l'avaient été un peu moins ces dernières décennies. Là, d'un seul coup, ils reviennent un peu sur le devant de la scène. C'est pas propre à la Suisse à nouveau, hein, les grands chantiers ou les grands projets d'aménagement touristique et puis la généralisation de la neige artificielle. C'est quelque chose qui est d'actualité aussi dans beaucoup d'autres pays alpins. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois, je dirais, une habitude ou une tradition de dialogue et de recherche de compromis et en même temps des moments durant lesquels les positions se crispent un peu parce que les appétits sont particulièrement importants par les temps qui courent. On entendait vendredi matin des gens critiquer ProNatura dans ce projet-là en particulier en disant que plus qu'un combat pour la défense de la nature, c'était du marketing politique et du dogmatisme. Au fond, une association comme ProNatura veut exister à coup d'opposition et faire parler d'elle comme ça. C'était la critique qu'on lui adressait. Est-ce qu'il y a un peu de marketing politique derrière certains combats de certaines organisations de protection de la nature, Bernard de Barbieux ? C'est très difficile à dire et dans ce cas précis, et ça supposerait de beaucoup mieux connaître un petit peu les coulisses de cette affaire-là en particulier, je pense que pour ce que j'en sais en tout cas, ProNatura fait ce qu'il a vocation à faire, hein, compte tenu de la création de l'association elle-même. Elle est là pour promouvoir une gestion intelligente de la nature ou la protection de la nature. C'est pas très étonnant qu'elle soit mise en avant ou qu'elle se mette en avant pour défendre un peu ses objectifs en la matière. Calcul politique peut-être, mais il suffit de regarder pourquoi ProNatura existe pour comprendre pourquoi il se mobilise aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est de la protection de la montagne en Suisse ? On a l'impression qu'on a été plus interventionniste encore par le passé, non ? Qu'il y avait presque une forme de condescendance vis-à-vis de la montagne, zone à protéger à tout prix. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, les zones de montagne en général sont mieux protégées que les autres types de milieux. La remarque vaut pour la Suisse, elle vaut pour l'Europe, elle vaut pour le monde entier. Hein. À peu près la moitié des parcs nationaux dans le monde aujourd'hui sont en montagne. Donc on voit bien qu'il y a là un intérêt particulier des naturalistes et des écologistes pour la montagne. Ça s'explique à la fois par l'intérêt intrinsèque de la montagne avec des espèces endémiques, des paysages remarquables. Donc c'est un type d'environnement, un type de milieu, un type de paysage qui intéresse beaucoup. Et puis par ailleurs, c'est aussi un type d'espace dans lequel les enjeux en termes d'aménagement étaient peut-être un peu moins forts que dans les zones urbanisées ou les zones de très grande agriculture. Donc on l'a volontiers conçu en Suisse comme ailleurs comme étant un peu un espace de respiration, celui par lequel on pouvait compenser un tout petit peu ce qui était beaucoup moins sous contrôle dans les zones urbanisées. Avec ce paradoxe qu'au fond, la montagne a toujours voulu être protégée par des gens des villes qui voyaient que, comme vous le disiez très bien, la montagne comme un espace de détente ou comme une sorte d'idéal. Et puis les gens qui y habitent, qui sont moins nombreux, mais enfin qui sont quand même assez nombreux, ont toujours voulu voir la montagne comme à la fois un lieu où on vit, un lieu dont on vit. Ce sont des mondes inconciliables, au fond. À condition de considérer que pour vivre quelque part, il faut absolument transformer radicalement le milieu dans lequel on vit, ce qui n'est pas forcément la vision que partage tout le monde. Alors l'opposition entre ce regard extérieur et le regard intérieur que vous mettez en scène ici, il a existé, c'est celui qui est le plus médiatisé, mais il faut bien avoir à l'esprit aussi que du côté des citadins, par exemple, vous avez aussi des tenants de l'aménagement de la montagne, ne serait-ce que parce que ce sont là qu'on va recruter les skieurs et que ce sont ceux qui sont particulièrement intéressés éventuellement par l'extension du domaine des diablerets. Et dans les régions de montagne elle-même, vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont très très soucieuses de la qualité de leur environnement, à la fois parce que c'est l'environnement dans lequel ils vivent, ils ont envie qu'il soit de qualité, mais aussi parce qu'ils savent que c'est la qualité de l'environnement qui fait la valeur économique de la montagne d'aujourd'hui et de demain. Donc le clivage social que vous mettez en scène, il existe un peu, mais je dirais qu'on a tendance à l'exacerber un petit peu dans la lecture un peu médiatique qu'on peut avoir des choses. Dans les sociétés elles-mêmes, c'est beaucoup plus différencié que ça, beaucoup plus nuancé que ça. Donc la montagne n'a pas toujours été défendue essentiellement par des urbains un peu idéalistes, c'est pas ça, c'est plus subtil que ça. C'est plus les urbains idéalistes, comme vous les appelez, qu'on a entendus parce qu'ils ont plus l'habitude de ce type de militance politique ou bien l'accès aux médias, mais dans les sociétés locales elles-mêmes, vous sentez également très fortement cette sensibilité. En même temps, on ne peut pas reprocher aux populations de montagne dans leur ensemble de cette prise en main pour assurer leur pérennité, c'est-à-dire construire des stations de ski, des aménagements touristiques. Ces régions ont aussi vécu et survécu grâce au tourisme, en particulier grâce au ski, non ? Bien sûr, ça reste aujourd'hui l'activité principale génératrice de revenus dans la région de montagne, en tout cas les montagnes comme les nôtres, donc les Alpes en particulier. Donc c'est pas tout à fait étonnant que quand on parle de vouloir maintenir la population sur place, quand on parle de vouloir maintenir une activité économique, on pense d'abord et avant tout au développement ou au moins au maintien de l'activité touristique, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un conservatisme quand même de la part de ces organisations de protection de la nature très actives, très dogmatiques, disent certains? C'est vrai que Pro Natura, c'est beaucoup de gens des villes. Est-ce qu'on peut parler de conservatisme aussi, là, en l'occurrence? Conservatisme au sens strict, dans la mesure où il milite pour la conservation de la nature. Donc bien sûr, on est dans une logique de conservation. Pas forcément conservatisme au sens de ce qu'on appelle être un mouvement conservateur, parce que là, il s'agit plus de ménager des sortes de formes un peu mythifiées de la tradition, ce qui n'est pas forcément le genre de préoccupation des écologistes. Donc, protectionniste, certes, mais pas forcément conservateur. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une passerelle entre les deux? Conservatisme politique, conservatisme de protection de la nature. On est un peu dans une nature idéalisée. Au fond, est-ce que les deux ne se rejoignent pas? Les deux conservatismes ne se rejoignent-ils pas? Franchement, je pense pas, parce que le conservatisme social qui exalte la tradition est une position un peu volontiers assimilée à de la réaction sociale, oui. Une lutte contre la modernité. Il faut bien avoir à l'esprit que la conservation de la nature fait partie de la modernité. C'est une préoccupation très très moderne, très récente, qui, comme vous le savez, est principalement née dans les années 1960-1970. Donc elle fait partie, je dirais, de notre actualité sociologique et de l'actualité la plus présente de notre façon de penser la montagne, et pas forcément sur un mode conservateur qui voudrait que les régions de montagne soient toujours des régions de fortes pratiques religieuses, de très forts liens familiaux. Pour moi, c'est ça le vrai conservatisme. Parce que beaucoup taxent les écologistes de conservateurs. On a même taxé Franz Weber de conservateur. Au fond, c'est pas vraiment un homme de gauche. Hein. Un homme comme Franz Weber, on parle évidemment là de la Lex Weber, c'est pas un combat politique de gauche, c'est plutôt cette volonté de préserver un beau paysage. C'est pour ça que j'utilisais le mot conservateur, Bernard de Barbieux. Par rapport à Weber, on pourrait l'imaginer. Tout comme on a tendance à taxer aujourd'hui de conservateurs les gens qui veulent maintenir les qualités de l'État social, tout simplement parce qu'il existe depuis la Deuxième Guerre mondiale et des personnes sont attachées à ces droits-là et à leur défense. On a tendance à les taxer de conservateurs parce que ça fait partie de la rhétorique un peu politicienne qu'on aime bien activer pour essayer de disqualifier son opposant. Le géographe que vous êtes se dégage de la rhétorique politicienne. Au fond, c'est pas votre rôle. Est-ce que la montagne en Suisse joue toujours un rôle de construction de notre identité ? Alors elle joue toujours un rôle très important dans l'identité helvétique, mais sur un mode qui a tendance à changer, parce que elle a joué ce rôle central, notamment dans la première moitié du XXe siècle, et même je dirais jusque dans les années 60, les années 70, précisément parce qu'elle était perçue comme un conservatoire de quelque chose, un conservatoire de l'identité nationale, avec toute une série de mythes ou d'événements qui sont liés à la fondation de la Suisse ou à la singularité de la Suisse. Depuis quelques, je dirais 10-15 ans, les choses ont tendance à changer, on commence à avoir une vision plus utilitaire de la montagne, une montagne à traverser, une montagne à skier, une montagne à protéger éventuellement pour ce qui est de la nature, sans forcément garder à l'esprit à quel point elle joue un rôle central dans la façon non pas tellement de concevoir le territoire suisse, mais la société suisse, avec le rôle très particulier qu'on associe aux populations de montagne elles-mêmes. Comment voyez-vous l'avenir de ces régions de montagne? On prône, évidemment, les organisations écologistes prônent un tourisme le plus doux possible. Est-ce que c'est vers cela qu'on va ou le tourisme dur a encore de beaux jours devant lui? Alors, le tourisme dur se porte bien finalement, presque mieux que le tourisme doux, parce que les stations qui tirent leur épingle du jeu en ce moment sont plutôt les stations de très haute altitude, qu'on appelle un peu des fois des usines à ski, parce que les investissements y ont été considérables, parce que les conditions d'enneigement y sont meilleures que dans la plupart des zones intermédiaires. C'est Verbier, c'est ça se fait, c'est des stations comme ça. Voilà, tout à fait, qui sont relativement ménagées par rapport au changement climatique et qui restent extrêmement attractives, notamment pour la clientèle internationale. Ceci dit, les périmètres, les espaces sur lesquels ces stations fleurissent sont quand même très limités si on les rapporte à l'échelle des Alpes tout entières. Et puis la majorité de l'espace alpin, c'est plutôt autre chose. C'est des régions périurbaines qui sont sous l'influence des grandes villes du plateau, par exemple, voire même de Milan ou d'autres villes de l'autre côté, où vous avez aujourd'hui une population non négligeable des Alpes qui a tendance à penduler tous les jours pour aller travailler dans les villes périphériques. Donc vous avez affaire à une croissance de population qui est marquée par un désir de nature, de paysage, de qualité de l'environnement. Chez les périurbains, vous avez une très forte sensibilité environnementale, notamment. Et puis, vous avez des zones des Alpes qui ne sont pas très nombreuses en Suisse, mais qui existent quand même, qui continuent à se dépeupler parce qu'elles sont trop loin des villes, elles ne présentent pas des conditions très favorables à l'activité touristique intensive. Donc, elles misent beaucoup sur ce que vous appelez le tourisme doux, qui est un tourisme qui, effectivement, a beaucoup moins d'impact sur l'environnement lui-même, mais c'est de moins en moins un tourisme d'hiver parce qu'il est devenu très aléatoire et de plus en plus un tourisme d'excursion ou bien un tourisme estival.